Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui ? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Fleur de Cactus est un podcast qui explore l'impermanence avec audace. Tout change, rien ne dure, tout a une fin, tout est recommencement. Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie pour vivre sereinement. Je vous présente la 2e saison de Fleur de Cactus. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter ma rencontre avec Camille Corlouer, mais avant, je vous propose un petit prélude. Le mot émotion provient de la préposition ex, en latin, qui signifie hors de, et du mot motio, qui signifie en latin mouvement. Le mot émotion est apparu au XVe siècle pour se référer aux contestations populaires. On est donc loin de la dimension psychologique prêtée aujourd'hui à ce terme, qui renvoie plutôt à ce que l'être humain peut ressentir. L'émotion révèle, rend visible ce qui n'était alors ni entendu, ni vu, ni palpable, et pousse à l'action. Selon Antonio Damasio, neuroscientifique de renommée mondiale, sans les émotions, nous prenons les mauvaises décisions. Selon lui, les émotions fonctionneraient comme du fuel nécessaire au moteur, en fait nécessaire au mouvement. On se lève le matin car on a envie de retrouver ses collègues pour blaguer, pour avancer sur un projet qui nous tient à cœur. On se lève le matin pour embrasser son amoureux, ressentir la brise du vent, serrer dans ses bras son enfant, etc. L'émotion est l'élan derrière le mouvement. Selon le degré de satisfaction ressentie, satisfaction inscrite dans une interaction avec l'autre, nous faisons, nous entrons en action, nous décidons. Antonio Damasio préfère d'ailleurs utiliser le mot percevoir plutôt que de ressentir quand il parle de la psychologie des émotions, parce que les émotions nous permettent d'avoir recours à un certain nombre d'informations. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'agir, mais aussi de percevoir que nous agissons. Et donc, selon notre état émotionnel, donc selon le mouvement interne qui a lieu en nous, nous pouvons percevoir si nous allons bien, comment nous réagissons à une situation, et donc de prendre une décision. Et cela grâce aux émotions. La thérapie s'est imposée depuis Freud comme un outil d'harmonisation de ses émotions pour pouvoir mieux vivre sa vie. Dans cet épisode de Fleur de Cactus, nous allons, à travers le meilleur et le pire souvenir de Camille, explorer le pouvoir de la thérapie en ce qu'elle a de transformateur et de libérateur. Bonjour Camille. Bonjour Susanna. Bienvenue sur Fleur de Cactus. Merci beaucoup. Donc, pour te présenter brièvement, tu es blogueuse, photographe, basée à Bordeaux. Tu m'as contactée après avoir écouté quelques épisodes de Fleur de Cactus. On a échangé et j'ai cru déceler rapidement que le sujet de la mort et du deuil ne t'était pas inconnu. Et c'est donc avec ton histoire que je vais poser les premiers jalons de cette 2e saison, qui sera sur le registre du souvenir, et plus précisément du meilleur et du pire souvenir de mon invité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais découvrir la petite Camille enfant. D'aussi loin que tu te souviennes, à quoi ressemblaient tes journées petites ? Avais-tu une activité en particulier, un jeu favori ? Alors, ce qui est curieux, c'est que ayant eu une enfance très mouvementée, très particulière, j'ai de brefs souvenirs de mes 4 ans. Alors, on dit souvent qu'à partir de 5 ans, je crois, on a des souvenirs, ou même si je sais pas si c'est 4 ou 5, mais en fait, j'ai tout simplement des souvenirs, des petites bribes de cette vie de famille, vu qu'elle a cessé à 4 ans quand ma mère est partie. Et en fait, j'ai vraiment des souvenirs de cette journée-là, curieusement. Et j'ai quelques souvenirs de moi enfant, mais cette moi enfant a changé assez rapidement suite à ce qui s'est passé à ce moment-là. J'étais une petite fille
je dirais assez joyeuse. J'étais une petite fille assez calme aussi. Je me souviens qu'apparemment je m'endormais partout. J'allais même toute seule à la sieste. J'étais pas une enfant très, comment dire, pas hyperactive. Mais voilà, de ce qu'on m'a aussi raconté, j'aimais la vie. J'étais une enfant qui était curieuse. Et forcément, suite à cet épisode, mes parents se sont séparés. On va dire que la petite Camille s'est dégradée d'année en année. Mais ce qui est bien, c'est on verra plus tard, retrouvé un peu qui elle était toute petite, mais elle aimait jouer, elle aimait découvrir. Elle avait un petit côté solitaire et en même temps très sociable. Et est-ce que tu avais un jeu, une activité favorite ? Alors les jeux, vraiment ce que je me rappelle, c'était petite, c'était les jeux avec ma grand-mère. Ma grand-mère nous a élevés quasiment parce que voilà, mes parents travaillaient et après quand ma mère nous a élevés seuls, on a eu beaucoup ce rapport avec mes grands-parents. Et ma grand-mère avait ce don incroyable de prendre tout ce qui était autour d'elle pour le transformer en une parenthèse enchantée, et ça nous émerveillait avec ma sœur à chaque fois parce que c'était comme beaucoup d'enfants, mais prendre l'étendoir à linge pour faire un tipi. Alors ça, c'était l'activité favorite. On mettait des grands draps, on prenait la lampe torche et puis c'était cette petite cabane magique, c'était génial. Et aussi, on prenait des casseroles pour faire pour taper dessus, comme beaucoup d'enfants aussi. Mais ce qui était bien, c'est qu'avec pas grand-chose, on faisait tout un petit monde. Et ça, je crois que c'est de l'activité. Et je me rappelle beaucoup plus avoir joué avec ma grand-mère qu'avec ma sœur, par exemple. Voilà, c'est vraiment ce souvenir-là marquant. Nous allons explorer un petit peu ton enfance, Camille, à la lumière d'une question particulière. J'aimerais savoir quelle est ta Madeleine de Proust. Alors, pour rappel, pour l'audience qui nous écoute, la Madeleine de Proust renvoie au livre de Marcel Proust, qui a écrit « À la recherche du temps perdu ». Et dans ce livre, il y a un paragraphe qui est sûrement bien plus connu que le livre en lui-même. Dans ce paragraphe, il raconte un souvenir d'enfance qui lui a été provoqué en mangeant une madeleine trempée dans du thé. Et cela lui rappelle en fait lorsque sa tante lui donnait un morceau de madeleine trempé dans du thé et le renvoie à tout un décor, à toute une partie de sa vie qui finalement survient dans ce présent de manière inattendue. Alors Camille, quelle est ta Madeleine de Proust ? Alors c'est vrai que pour toutes ces formes de réminiscence, on a souvent une musique, un objet, quelque chose, mais c'est vrai que pour en avoir parlé là à l'instant, c'est vraiment je crois que c'est cette fameuse étendoir à linge. Qui à chaque fois je le vois me rappelle ma grand-mère et me rappelle ces moments-là. Alors il y a toutes sortes de mélodies qui vont ramener à des souvenirs, mais là pour cette nostalgie et ce souvenir d'enfant, je dirais que c'est vraiment cet objet-là. À chaque fois que je le vois, je me dis je vais faire pareil avec mon fils. Ça me rappelle vraiment la douceur de ce petit cocon familial de quand j'étais vraiment toute petite. Et comment était cette grand-mère ? Est-ce que tu peux nous la décrire ? Ah, ma grand-mère. Alors ma grand-mère, c'était un sacré personnage parce que en fait ma grand-mère avait cette particularité de vouloir faire jeune et se draper de grandes robes. Je disais un peu à la falbala, elle était sicilienne, ma grand-mère, donc c'était vraiment quelqu'un qui parlait fort, qui s'exprimait avec les mains, qui avait ce côté très extravagant, qui voulait pas vieillir, donc qui mettait plein de couleurs sur elle, donc c'était un vrai soleil. Et elle était très très sensible, en même temps elle avait une douceur. Mais comment dire, elle avait ce paradoxe d'être un peu extravagante et un peu à crier souvent, et en même temps d'incarner le rôle de la maternité, de la protection, peut-être un peu trop parce que ce qui l'a rendue très anxieuse. Mais ma grand-mère a quand même pris des risques pour ma sœur et moi incroyables, et a donné de sa personne, de son temps à nous donner un petit peu de lumière dans cette situation compliquée. Donc je pense qu'elle incarne cette polyvalence, c'est plusieurs rôles qu'elle a dû incarner et qu'elle a fait à la perfection, parce qu'elle a fait comme elle l'a pu finalement. Souvent, j'ai vu même dans ma famille, mais aussi ailleurs, que les grands-parents incarnent une sorte de bouée, un petit cocon auquel se rattacher. Et souvent, les grands-parents n'ont pas eu la même relation avec leurs enfants. Il y a une sorte de... peut-être moins de tabou, je ne sais pas, une distance qui est différente avec les petits-enfants.
Je pense à un lâcher-prise et je pense, après c'est mon opinion, qu'il y a cette espèce de je n'ai pas cette responsabilité, du coup je n'ai pas ce poids-là sur les épaules, je n'ai pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et je peux me permettre, je ne peux pas me tromper vu que c'est pas moi le parent. Et du coup au final le fait de s'enlever cette pression, je pense, ramène au cœur et ramène à ce qu'on est vraiment. Je le constate avec ma mère aujourd'hui, qui ne se comporte pas du tout de la même façon avec mon petit-fils, avec son petit-fils, mon fils. Et je le constate avec beaucoup de grands-parents et je pense que il n'y a pas de normal ou pas normal, mais on voit effectivement cette douceur qu'ont les grands-parents. Et souvent ils me le disent, oui mais c'est pas nos enfants, on n'a pas à s'en occuper, alors on prend le meilleur. Souvent c'est ce qu'ils disent. En amont de cette interview, lorsque je t'ai demandé quel pourrait être ton pire souvenir, tu m'as confié que lorsque tu avais la vingtaine, tu as été frappée par une maladie qui, finalement, selon toi, avait été le résultat de plusieurs événements qui se sont enchaînés pendant ton enfance. Très honnêtement, c'était les pires années de ma vie. Pour rien au monde, je n'aimerais retourner à mes 20 ans. Je crois que de la tranche, on va dire 15-25, ça a été vraiment la descente aux enfers. C'était la confusion, le doute, l'instabilité permanente, la dépression. C'était le chaos, quoi. Il a fallu beaucoup de temps pour que je me construise, que je me trouve, que j'enlève toutes ces protections, que j'analyse. Et je suis contente d'y être arrivée, mais ça a pris du temps. Et justement, j'ai eu cette sensation-là, à 20 ans, de devoir rattraper un passé que je n'avais pas eu. Donc en fait, j'ai cette sensation de ne pas avoir eu d'étape de jeunesse et d'avoir été à 4 ans propulsée dans un divorce compliqué avec un père absent, une mère qui au final a fait tout ce qu'elle a pu mais me donnait pas l'affection dont j'avais besoin. Donc sans repère, je suis arrivée à 20 ans quand j'ai pris mon appartement à 23 ans. J'avais cette sensation d'être complètement perdue, démunie. J'étais en guerre avec moi-même. Je me retrouvais face à des choses que je ne savais pas faire, à une moi que je ne connaissais pas. Et ça a été de l'instabilité et ça a été très difficile de sortir de là. Et quel a été donc le moment crucial de cette période ? Alors c'est l'opération que j'ai eue quand j'avais 20 ans. Justement, c'est marrant, on est à l'année charnière. Mais en fait, on va dire que beaucoup d'années de dépression, de difficultés avec l'abandon de mon père et tout ce qui s'en est suivi ont fait que je suis devenue une enfant anxio-dépressive, tout simplement, qui avait besoin d'être écoutée et qui ne l'était pas. Et donc, quand on n'a pas de repère, quand on n'a pas d'écoute, un enfant a besoin de se sentir reconnu. Et je me suis, je pense, laissée sombrer dans une espèce de... Je n'irai pas jusqu'à suicide, mais... peut-être appel au secours aussi, et mon corps s'est épuisé, mon mental s'est épuisé et je sentais la vie me quitter et j'ai fait une infection très très lourde qui m'a conduit à une opération où vraiment j'ai senti la mort arriver. Et c'était la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé et il a fallu quelques semaines après cette opération pour que je sente la vie revenir et je crois que ça a été l'élément déclencheur justement à... Maintenant, il faut que ça cesse, il faut que ça change. Il faut que je me reprenne en main. Je peux plus subir mon passé, je peux plus me subir, je peux plus subir mon mental qui tourne sans arrêt, je ne peux plus subir mon corps. Je dois reprendre le dessus. Je dois trouver mes réponses à moi. Et ça a été très compliqué de m'en remettre. J'ai supporté beaucoup de choses. J'ai même tenu un carnet de bord à l'époque parce que je savais que ce que je vivais... je le vivrai qu'une fois à ce moment-là. Et quand je tombe dessus, je ne me reconnais pas presque, tellement. Mais c'est intéressant de voir à quel point on peut être habité par des émotions à certains moments de notre vie. Et en fait, on va dire en soi, c'est pas l'opération en elle-même, même si atrocement douloureuse elle a été, c'est plutôt le symbole qu'elle représente. Voilà, c'est-à-dire que ce point culminant, là, c'est bon, on a atteint le paroxysme, on peut pas faire pire, et ça va être justement le moment de finir ce cycle et ce coup-ci de repartir sur qui je suis. En fait, c'était ça cette question, qui je suis, où je vais et pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je veux. Voilà, ces questions existentielles qui finalement on ne se pose pas. On se complaint
dans une espèce de mélancolie et en fait on existe à travers ça et je savais que j'existais à travers ça et que c'était le cercle vicieux. Mon corps ne répondait qu'à ce que je pensais et là je me suis dit non, c'est plus possible. Mais j'étais déjà sous traitement donc c'était très compliqué. Des médicaments psychotropes qui peuvent vraiment rendre la confusion, c'est difficile, mais il faut avoir cette rage de vivre que j'ai eue, Dieu merci, à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, repars sur ton instinct, écoute ton instinct, c'est lui qui va te guider. Et là, j'ai trouvé une force, je ne sais pas d'où elle est venue, mais je pense de là, mais je l'ai eue. Et après, justement, de 20 ans à 25 ans, on va dire que ça a été la reconstruction un petit peu. Et après, il s'est passé un cap encore plus après. Mais voilà, c'était vraiment l'instabilité complète. Et tu penses que c'est la succession d'états émotionnels de détresse, de tristesse qui t'a provoqué un système immunitaire affaibli et donc qui est à l'origine de la maladie? Je fais partie de ces gens assez cartésiens quand même, où bon, il y a des choses qui sont explicables scientifiquement parlant, mais je pense que le mental joue beaucoup là-dedans et le psychologique est très puissant. Je pense tout simplement que j'étais une enfant qui se pensait anormale. Et le problème, c'est que quand on a 15 ans et que on a des émotions comme ça violentes qui viennent vous transpercer de toutes parts, et qu'en plus, les gens, notamment la famille proche, à qui on demande de l'amour, on a besoin de ça, vous renvoie une image tout aussi violente de vous, c'est terrible, on ne se sent pas exister, on se sent incompris. Et en fait, quand on ne se sent pas exister, on ne se dit pas légitime d'exister. Du coup, on se laisse, entre guillemets, mourir. Et je pense que j'ai tellement fait d'appels au secours pour qu'on m'écoute, qu'on me reconnaisse et qu'on me donne ce droit d'exister. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était moi qui me donnait ce droit d'exister, qu'on ne m'écoutait pas. On ne m'écoutait pas et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que inconsciemment, je me suis dit, t'as pas le droit d'exister et je me suis laissée petit à petit envahir par ça et le système immunitaire s'est affaibli. Il a quand même passé 1 an entre les premiers diagnostics de cette infection et l'opération, mais j'avais déjà une santé assez fragile depuis quelque temps et en fait, je ne l'ai vu que dégrader. Et ça devenait ma raison d'exister. Je ne vivais plus qu'à travers cette petite fille fragile qui allait de médecin en médecin et qui cherchait des réponses à ses questions. Mais finalement, les réponses n'étaient pas là-dedans. Je n'existais pas à travers la maladie. Et ça, je l'ai compris après. Et on a échangé en off au sujet de ce moment-là d'hospitalisation. Et tu me disais, et j'ai beaucoup aimé ta phrase d'ailleurs, c'est que tu as vu la mort arriver. Donc les médecins t'ont dit que c'était vraiment... très critique ton état, mais tu as pris ça avec un calme olympien. En fait, ce qui est fou, c'est que l'hôpital devait m'opérer, mais l'hôpital, j'ai eu très peu de contact avec eux. C'était un ami de ma famille qui me suivait, et pardon de la grossièreté, mais dès qu'il voyait ma bouche, il me disait « Oh, c'est dégueulasse !» Et j'avais une infection aux amygdales, en fait, qui était en train de tomber dans les poumons. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie de cet instant. J'étais dans mon lit, et ma mère vient me voir, et puis j'étais d'une sérénité sans nom, et je lui dis « Maman, je sens la mort à petit feu. Je sens que je meurs à petit feu. » Mais c'était d'une telle évidence. Je ne pouvais pas lutter contre ça. C'était là. C'était comme ça. Et je ne saurais pas l'expliquer. Je n'ai pas essayé sur l'instant de me dire « Il faut que ça soit autrement ». Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas paniqué. J'ai juste accueilli, sans jugement, ce qui se passait. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je ne savais pas décrire ce sentiment autre que... souvent, on dit que les gens qui frôlent la mort... même certains font des thérapies parce qu'ils n'arrivent pas à renouer avec la vie, tellement le sentiment de sérénité est là quand on approche de la mort, justement. Donc, est-ce que c'est ce sentiment? Peut-être, mais c'est inexplicable. Je n'ai jamais ressenti ça une autre fois dans ma vie. Et la question d'ailleurs, qui je suis, s'est élevée, ce que je trouve très philosophique finalement, parce que quand on est face à notre propre mortalité, je pense que la première question qui nous vient, c'est une remise en question avec soi et de se dire à quoi bon vivre et comment vivre. N'était-ce pas donc un moment de clarté? À ce moment-là, je dirais qu'il y avait ce calme et il y avait effectivement une clarté. J'avais pas le mental qui tournait à 2000 à l'heure. Je savais que c'était comme ça et c'est peut-être effectivement une connexion à là-haut. Nos croyances font que, voilà. Mais peut-être qu'on m'a envoyé un message et qu'on m'a dit « Bon, là, maintenant, c'est comme ça. T'as la clé en main. » Et en fait, c'était tellement limpide, c'était tellement fatal ce qui se passait. Je savais au fond de moi que je voulais vivre. Je ne savais juste pas comment
comment faire, je ne savais pas, comme tu dis très justement, qui j'étais. Mais je savais qu'il fallait que je vive parce que j'ai vécu tellement de choses horribles avant. Je me disais à ce moment-là, si tu n'avais pas une rage de vivre, tu serais plus là. Et au final, je pense que c'était inconscient, à ce moment-là en tout cas, mais il y a eu une force qui s'est dit, maintenant, tu vas te battre. Ça a été difficile, hein, mais c'était évident. Une fois que je suis sortie de l'opération, tout ce qui s'en est découlé n'a été que du positif, même si ça a été étape par étape, même si ça a été des périodes compliquées, qui au contraire étaient là pour me forger, pour me construire, parce qu'on a beau croire, mais il y a plein d'expériences difficiles qui sont là pour nous faire grandir. Tout s'est déroulé de façon, comme si c'était mon chemin, comme si le chemin était tracé. C'est-à-dire qu'on arrêtait maintenant d'aller vers le bas, mais petit à petit, on est en train de gravir chaque petite marche qui amène vers cette... paix intérieure est un grand mot, mais en tout cas sérénité et accord avec soi. Parce que je pense que mon corps, mon esprit, tout était complètement fouillis et il fallait rééquilibrer tout ça. Et ça a été vraiment une multitude d'étapes différentes, mais que j'ai écoutées. Et c'était cet instinct-là qui m'a guidée à ce moment-là et qui me disait « Va expérimenter ça, écoute ci, n'écoute pas ça ». Et finalement, c'était le bon chemin. Tu m'as raconté que tu avais fait une thérapie pendant plusieurs années. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle mesure cela t'a aidé ? En fait, j'ai eu différents psys parce que j'ai commencé à 9 ans. C'est ma mère qui m'y a amenée. En fait, quand c'était vraiment la rupture avec mon père à ce moment-là, on ne l'a plus vu pendant une dizaine d'années. Et je pense que ça a marqué, là, pour le coup, une période de deuil extrêmement douloureuse pour une enfant de 9 ans. J'ai sombré dans la dépression très rapidement. Ma mère m'a emmenée voir je crois que c'était une psychanalyste à cette époque, que j'ai vue pendant pas loin de 10 ans. Oui, même 10 ans, je crois. À ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de parler. Donc c'est vrai que ça a été libératoire. C'était vraiment une thérapie il fallait que ça sorte. Et ça m'a fait du bien dans ce sens-là. Après, il est arrivé un âge où j'avais cette sensation d'avoir besoin d'un échange. J'étais peut-être un peu plus forte pour entendre et je ne voulais plus être c'était un peu un dialogue de sourds. C'est pas une critique du tout envers cette expérience de psychanalyse, mais j'avais besoin qu'on me mette des réalités peut-être un peu violentes, mais j'avais besoin. J'ai vu un psychiatre pendant 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Alors lui qui m'a mis beaucoup de réalités, très douloureuses des fois, et j'avais besoin de passer de cet extrême à cet autre extrême. Ça m'a donné des réponses, et ça a été tellement intéressant que j'ai justement acquis un certain début de confiance, et j'ai dit à ce monsieur, je me rappelle très bien, un vieux monsieur au look dandy qui était charmant d'ailleurs, et je lui ai dit, écoutez, je n'ai plus besoin de vous, je dois aller voir ailleurs, je ne trouve plus mes réponses. Et en fait j'avais un côté un petit peu trop justement cartésien, avec mettre des mots sur chaque névrose, mettre un médicament. En plus, moi j'étais en arrêt, je me suis arrêtée toute seule, j'ai arrêté mes traitements. Je ne voulais pas réfléchir trop sur tu es ci, tu es ça, je ne voulais pas ça, et je savais qu'à ce moment-là, j'avais eu ce bon dosage et que maintenant, je voulais aller vers quelque chose qui me correspondait parce que je commençais à me trouver. Et là, je suis allée voir la personne qui a changé ma vie en 2 ans. Et en fait, c'était tout simplement une thérapeute holistique qui m'a fait faire de la sophrologie, qui m'a vue en thérapie, qui m'a soignée aux plantes. Et quand je l'ai vue et j'ai arrêté les médicaments, j'ai mis bien 1 an et demi, tous les médicaments que j'ai pu prendre pendant 7 ans, donc c'était très difficile, et je n'y ai jamais retouché. C'est-à-dire que cette personne, je l'ai sentie, je suis allée vers elle, et elle m'a donné toutes les réponses à mes questions, et j'ai été tellement entendue, tellement reconnue, et c'est tout ce dont j'avais besoin, que le travail a été extrêmement rapide finalement. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été récurrent, et au bout d'un moment, c'était plus ponctuel, parce que je pense que quand on a fait le tour de la thérapie et de se remettre en cause, chercher à l'intérieur de soi, comprendre ce qui s'est passé, on est plus dans l'accompagnement émotionnel. C'est-à-dire, on va pas reparler de ce qui s'est passé. Par contre, là, cette période, elle est un peu compliquée. Du coup, j'ai besoin d'être accompagnée pour passer ce cap-là. Et voilà, c'est plus de l'accompagnement, mais je suis très fière de ça. D'ailleurs, tu parles très justement que tu avais besoin d'être reconnue. Et dans la sophrologie, d'après les petites recherches que j'ai faites, c'est qu'on est acteur de sa propre guérison. Et je pense que c'est pour ça que ça en fait une thérapie extrêmement puissante, parce qu'on est réhabilité dans sa propre puissance, en fait.
Et que, comme tu disais, voilà, le thérapeute devient accompagnant et la personne se guérit seule, finalement. Ah, mais complètement. Et je pense que dans une thérapie, en fait, j'ai vite compris à ce moment-là qu'il ne s'agissait pas d'avoir une roue de secours à chaque fois. Et cette personne m'a fait comprendre que j'avais besoin d'elle à ce moment-là, mais que le but, c'était de m'autonomiser. Et je te cache pas qu'au début, les séances de sophrologie étaient terribles parce que j'étais dans un état physique assez compliqué, un sevrage, hein, c'est toujours difficile. Mais petit à petit, je sentais que, on appelle ça, elle me fait rire parce qu'elle me disait, pense à ton amphithéâtre psychologique, c'est toi le patron, c'est à toi de maîtriser. Et elle m'a donné plein de petites clés que j'utilisais dans mon quotidien et qui ont fait que je savais un jour, je me dirais, bon, maintenant j'ai les outils et je peux y arriver toute seule. Et c'était vraiment ça, en fait, l'objectif. Et c'est fou parce que malgré tout ce que tu as pu vivre, bon, même si tu ne nous dis pas tout, et c'est très bien, mais je sais qu'on a discuté un petit peu en dehors de l'antenne, et tu parles de manière très rationnelle et très claire, en fait. Tu as une manière d'exprimer tout ça avec beaucoup de clarté. Ça enlève un tabou, je trouve, autour de la thérapie. Parce qu'aujourd'hui, se montrer vulnérable, c'est montrer du doigt. Il y a encore quand même y a une sorte de sphère de développement personnel, de psychologie, de niche qui prône cette vulnérabilité. Mais il ne faut pas se leurrer, dans le monde du travail notamment, il ne faut absolument pas montrer ce côté vulnérable. Or, c'est sûrement la façon la plus thérapeutique qu'on peut avoir à portée de main pour pouvoir regarder en soi. Bon, bien sûr, il faut peut-être être accompagné parfois, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre soi-même si on se donne l'autorisation en fait d'être vulnérable. Et donc peut-être de pleurer ou d'être en colère, de dire les choses tout simplement et de communiquer. Et c'est pas quelque chose de facile. Et encore une fois, tout ce qui est thérapie, c'est très tabou en fait. Beaucoup de gens ont peur tout simplement de l'image qu'ils renvoient. Et on parlait de la pudeur, je ne sais pas si tu te rappelles la dernière fois en off, où je te disais, tu sais, ça ne me dérange pas de te raconter un certain vécu, parce qu'au final, je suis en paix avec celui-là. Quoi qu'on me dise dessus, je sais ce qu'il est, je sais ce que je vaux, je sais ce qu'est tout ça. Et aujourd'hui, on a tellement aussi besoin, je pense, d'une reconnaissance ou par exemple, je veux que ma mère elle soit fière de moi. Et en fait, on vit un peu conditionné là-dedans. Et en fait, la clé, je pense, c'est de se détacher et de se dire, mais les émotions, c'est plein de choses. Tu te rappelles, on se disait, mais je ne suis pas la jalousie, je ne suis pas la honte, je suis un éventail d'émotions. Et plus j'accepte les difficultés, et plus je mets en lumière mes qualités, plus j'accepte que parfois je suis triste, plus je vais briller d'un autre côté. Et je pense qu'on est rentré dans cette espèce de schéma aussi un petit peu de la positivité à tout va. Alors encore une fois, on en avait parlé, je ne dis pas qu'il ne faut pas être positif, je te disais, il y a la différence entre être mal et nourrir ce mal-être. C'est ça la différence. Mais il faut vivre ces émotions parce que c'est une situation conflictuelle, difficile, qui va nous faire grandir et va être la personne qu'on est. Une personne qui ne rencontre rien, elle ne vit rien. La vie est faite de ce ping-pong permanent. Je vis quelque chose de difficile, alors je vais vivre quelque chose d'incroyable. Et les émotions, c'est un pouvoir magique. C'est juste un dosage, finalement. Tu vois, je suis capable de vivre ce deuil-là. Je sais que c'est un deuil. Je l'accepte, je surfe la vague, juste je n'alimente pas ça sur le long terme. Et après, j'ai les clés pour rebondir. Et je trouve ça dommage qu'on puisse pointer du doigt les gens qui ne montrent pas leurs émotions. Tu sais, je travaillais dans la vente à l'époque, on est complètement robotisé. T'es là, tu dois afficher la même tête tous les jours. Non mais personne n'est comme ça. Et je pense qu'à force d'étouffer les émotions des gens, les gens se déconnectent d'eux-mêmes et ils ne trouvent pas les solutions. Alors qu'au final, il n'y a aucune honte à faire une thérapie. Je n'en ai pas honte du tout. Pourquoi ? Parce que tu vois, aujourd'hui, je peux t'en parler de façon calme et sereine. Ça fait partie de moi. Et peut-être que je ne te parlerais pas aussi calmement si j'avais pas fait tout ça, tu vois. Et c'est dommage. Et ça, c'est pour ça qu'il faut encourager les gens à dire, et aujourd'hui, on me proposerait une thérapie, je ne serais pas fermée, tu vois. Peut-être que ce serait différent, mais j'aurais peut-être d'autres choses à exploiter. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu as déjà vécu ton meilleur souvenir ? Je ne pense pas. Après, advienne que pourra. Je pense que j'ai vécu
j'ai vécu un moment clé qui a fait que j'ai basculé d'une étape à une autre. Mais je pense que moi, le meilleur sera devant moi. Parce que je constate effectivement que cette enfance douloureuse a perduré et a fait que je n'ai pas eu l'impression d'avoir des cycles comme la plupart des gens. Et au final, ça fait qui je suis. Hein. Mais je pense que, en fait, tu vois, des fois, j'ai la sensation, j'ai 32 ans là bientôt, j'ai la sensation d'en avoir des fois 10 de moins dans le vécu, dans le sens où j'ai pas vécu une certaine enfance. Donc des fois, je me retrouve à me dire, mais mince, ça, je comprends pas, je me sens jeune. Et d'un côté, d'en avoir 80, en me disant, je pourrais écrire un bouquin avec ce que j'ai vécu. Et ça m'a donné une certaine sagesse. Donc je sais que les prochaines années, plus j'avance, plus je suis dans cette sagesse. Et je pense plus je vais savourer avec l'expérience que j'ai eue avant. Parce qu'au final, ça m'a endurci. Donc même si j'ai quand même des très beaux souvenirs, je pense que les autres vont se construire, d'autant plus que maintenant je suis maman. Donc je ne suis plus en train de rassurer l'enfant intérieur que j'étais. Je suis la maman aujourd'hui. Alors je suis avant tout la femme, mais j'ai construit ma famille. Et ça fait aussi une grosse différence et un cap. On se libère de beaucoup de choses quand on connaît la maternité, je pense. Enfin en tout cas dans mon vécu. J'aimerais parler de maternité avec toi, Camille. Tu es maman depuis peu et tu as écrit un article sur ton blog récemment sur ton accouchement. Et tu écris que cela a été une des plus belles choses qui te soit arrivée. En quoi cette maternité te rend heureuse ? Alors, plusieurs, dans la mesure où déjà moi, il m'a aidée à évoluer, à en fait accueillir des vieux démons que je pensais partis mais qui étaient encore là. Et ça m'a donné cette impression incroyable de se dire j'ai donné la vie à un être unique et je vais à mon tour l'accompagner, à être qui il est. Et tu vois, s'il y a bien une chose au monde qui m'importe, c'est que mon fils soit qui il est et qu'il s'aime comme ça. Je veux qu'il se trouve, je veux qu'il se sente assez aimé. Je veux profiter de toutes ces expériences que j'ai eues, alors non pas pour être dans un excès, loin de là, mais pour trouver un équilibre avec lui. Et c'est ce sentiment-là d'avoir créé sa famille, créer un être qui va profiter d'une expérience, c'est incroyable. Et je suis fière aussi, et j'ai pas honte parce que je me suis battue, tu vois, pour en arriver là. Mais je suis fière de me dire qu'aujourd'hui, j'ai construit ça autour de moi, alors que c'était pas gagné au début. Et comme quoi, on peut partir de rien et tout construire soi-même. Et là, je me dis, aujourd'hui, j'ai une stabilité dans ma vie et je vais pouvoir la transmettre à mon fils. Et cette stabilité, elle m'appartient, tu vois, même si demain ça changeait, ça n'enlève pas la personne que je suis. Et ça, c'est merveilleux, de se dire, je sais ce que peut être ce sentiment de se sentir accompli, et c'est tout ce dont je rêve pour mon fils. Et je veux qu'il ait le plus tôt possible pour qu'il puisse justement aller au maximum de ses capacités, croquer la vie à pleines dents, et être qui il est. J'observe qu'on a commencé l'interview donc avec ton enfance qui a été douloureuse, difficile, qui s'est faite sur le mode de la rupture. Cet état émotionnel lié à la rupture t'a amené vers la maladie, ensuite vers la reconstruction, et j'ai l'impression que la maternité a été comme une forme de puissance qui t'a permis de te retrouver. Je pense que ça a commencé un petit peu avant, pour être honnête, parce que cette année qui a précédé la maternité, je sentais que c'était le moment de ma vie où enfin, j'étais en équilibre, je me sentais bien dans ma peau, dans mon corps, dans mon esprit, j'avais fait des choix dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, qui faisaient que je me disais, ça y est, je suis alignée, tout va bien. Et ce qui est incroyable, c'est que je faisais des massages ayurvédiques à ce moment-là, et que ma masseuse m'a dit, ça y est, ton corps est prêt. Ton corps est adulte. Elle m'a juste dit ça. Et ce qui est complètement improbable, c'est que quand j'ai eu 30 ans, j'ai dit voilà, je sens que je passe un cap. Il y a le décès de mon grand-père qui était difficile, mais qui était aussi le début d'une nouvelle étape. Et je suis tombée enceinte à ce moment-là. Et c'était incroyable. C'est d'ailleurs ma masseuse, toujours la même masseuse, qui me faisait des massages tous les mois. Elle m'a dit tu devrais faire un test. Et j'étais enceinte de 5 semaines, quoi. Je dirais pas que c'est forcément la maternité, si tu veux. C'est l'état dans lequel j'étais qui a fait que la maternité est arrivée.
Et en fait, comme on s'était dit en off aussi, c'était prouvé au niveau de la psychologie que être enceinte nous ramène à cet état enfant, nous ramène à ces blessures d'enfant. Et je te mens pas, j'ai eu la sensation pendant ma grossesse de revenir 10 ans en arrière. Donc, je te raconte pas le tourment, la tornade que j'ai vécue, c'était très déstabilisant, très inconfortable. Mais je savais que c'était pour libérer quelque chose d'autre. Et j'ai repris la sophrologie d'ailleurs pendant la grossesse, en me disant, bon voilà, là je suis perturbée, je suis confuse, mais tout le travail, encore une fois, que je fais à ce moment-là, va payer après. Et forcément, cette rupture aussi de la position d'enfant, je ne suis plus forcément que l'enfant d'eux, je suis moi. Et moi, je crée quelqu'un d'autre. Et effectivement, je pense qu'il y a eu tout peut-être encore un travail qui était inconscient qui s'est fait. Et ça a été très très difficile. J'ai fait un baby blues, même une belle dépression, enfin un burn-out, on m'a dit. Bon, on va mettre des mots sur des mots, on va dire que le deuil a été compliqué à vivre. Je pense que c'était vraiment, je suis maintenant la maman. Et après, quand ce travail petit à petit s'est fait, c'est effectivement, on sent une force supplémentaire, parce que je ne sais pas si c'est le fait d'avoir cette responsabilité, ou si c'est plutôt la magie de se dire oh là là, quelle belle âme, quelle beauté d'élever une âme, je vais pouvoir lui donner tout ce que j'ai appris. Et ça, il n'y a pas de mots pour le décrire. Puis mon fils me regarde avec ses petits yeux bleus là d'amour, je me dis, je ferai tout pour qu'il se sente lui-même. C'est tellement important. Retrouvez le podcast Fleur de Cactus sur toutes les plateformes d'écoute en streaming, sur Apple Podcasts, où vous pouvez laisser un avis et 5 étoiles au passage. Fleur de Cactus est aussi disponible sur Deezer, Spotify, Google Podcasts et plein d'autres plateformes d'écoute en streaming. Je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram au nom de Susanna Darcambel pour suivre toute l'actu de Fleur de Cactus. La mission de Fleur de Cactus, c'est d'explorer l'impermanence avec audace. Faisons ce voyage ensemble et je vous dis à très bientôt.